En 1993, 2 chansons d'un petit groupe de rock français apparaissent sur la phase B d'une compilation intitulée Chimmies in Super 8. Ce groupe, alors encore jeune, s'appelle Darlene, en référence à une chanson des Beach Boys. Malheureusement, cette compile a du mal à convaincre un journaliste de la revue anglaise Melody Maker, qui à l'écoute de ces 2 pistes n'a pas peur de qualifier le groupe de Daft Punky Thrash. Formule difficilement traduisible en français, mais qui en gros veut dire du punk idiot et bruyant. Le groupe se dissout quelques mois après et tombe dans l'oubli. Le guitariste Laurent Brankovitz rejoint le groupe Phoenix. Les 2 autres membres, Thomas Bangalter et Guy Manuel Domem Christo, lancent de leur côté un nouveau projet électronique pour lequel ils ont un nom tout trouvé. Ce n'est pas rare en musique de voir les journalistes tenter de décrire de manière plus ou moins créative des sonorités avec lesquelles ils ne sont pas familiers. Et comme on peut le voir dans le cas de Darlene, c'est souvent réutilisé par les musiciens eux-mêmes. Du thrash metal au shoegaze en passant par la grime, nombreux sont les sous-genres musicaux à s'être appropriés cette terminologie inventée sur le tas. Il existe cependant un genre musical qui a longtemps eu du mal avec sa dénomination. Dans les années 80, les scènes punk hardcore et post-hardcore américaines voient naître des groupes comme Rites of Spring, Embrace ou Moss Icon. Des nouveaux arrivants qui gardent le son énergique du punk en le mêlant à des paroles introspectives inspirées du post-punk et de la new wave. De plus en plus, les journalistes décrivent ces groupes comme étant du emotional hardcore et l'abrègent souvent en emocore, un terme que les membres rejettent immédiatement et ce de manière assez vocale. I read in my Thrasher the other day that in fact what my band along with other bands in the city was playing was emo-core. Well, I know, emotional hardcore. As if hardcore wasn't emotional to begin with. Anyway, it's caca. Bien que le terme soit décrié, la majorité de la scène hardcore de Washington commence à l'utiliser de manière péjorative contre les mastodontes de la scène. Au début des années 90, beaucoup de ces formations se séparent et un nouveau cousin du punk rock fait parler de lui. Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam ou bien Mother Love Bone gagnent en popularité aux yeux du grand public. Le grunge s'installe comme numéro 1 des musiques alternatives. C'est dans l'ombre du grunge que se développe ce qu'on appelle la seconde vague emo. Des groupes s'inspirent de la scène de Washington en poussant les curseurs plus loin. Un son plus agressif, plus émotionnel, hybride, inspiré à la fois de leurs contemporains de Seattle mais également d'autres mouvements de rock alternatif. Sunny Day Real Estate, The Promise Ring et autres Cap & Jazz posent les bases de cette nouvelle vague qui va encore se scinder aux yeux du public en 2 catégories distinctes. Le screamo et le Midwest emo. Si le screamo reste dans l'esprit du punk hardcore avec des paroles hurlées, des compositions brèves et un son chaotique, le second va emprunter ses sonorités au mat rock, avec des mélodies de guitare plus complexes et un chant moins brut et plus mélodique. Des groupes tels que American Football ou Mineral décrivent le quotidien morne et sans issue des jeunes adultes de la classe moyenne du Midwest américain, loin des capitales culturelles et des grandes villes où tout se passe. Si ce courant commence à toucher une plus grosse audience, c'est avant tout dans les années 2000 que le genre prend un envol des plus déroutants. Au début des années 2000, le grunge c'est fini et le rock commence à changer. Le punk s'hybride à la pop et donne des groupes comme Green Day, Sum 41 ou Blink-182.
Le grunge devient le post-grunge, le heavy metal se mélange au hip-hop et forme le new metal, et beaucoup de groupes solistes pour s'assurer un passage en radio et une distribution grand public. Mais qu'en est-il de la musique emo ? Eh bien c'est compliqué. Certains groupes vont suivre cette mouvance et vivre avec leur temps, et des groupes comme Brand New ou Taking Back Sunday émergent et les labels de l'époque, obsédés par les chiffres de vente du rock alternatif, vont mettre le paquet pour les mettre en avant. Here they are, Taking Back Sunday. Ceux qui refuseront de trop hybrider leur musique, comme The Promise Ring, American Football ou Mineral, vont se séparer dans l'indifférence générale et laisser place aux groupes plus adaptés à la diffusion radio. Des événements comme le Warped Tour organisé par Vance, ainsi que des magasins comme Hot Topic vont rendre plus accessible cette culture alternative, en n'hésitant pas à brasser large dans leur choix de groupe et de style vestimentaire. On retrouve alors mélangé le post-hardcore, la pop-punk, le metalcore et le rock gothique, et le tout de manière plus en plus codifiée. C'est ce qu'on appelle la troisième vague emo. Puis au fil des années 2000, le rock devient de plus en plus démodé, laissant sa place au rap, à la pop et à la musique électronique. L'emo devient ringard. Sauf qu'évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Au début des années 2010, des fans des premières vagues d'emo fondent leur propre groupe et label. Le plus connu étant Run for Cover Records, un label fondé à Boston en 2004 par Jeff Casazza, encore actif aujourd'hui, qui accompagnera ce qu'on appelle aujourd'hui la vague emo revival. To call you crook, called you abandoned. There ain't no other good damn reason why. A constant strain right behind my face. I'm still waiting for a slight break. The blood runs thin. Be it dead again. You couldn't stop it if you wanted to. Parmi les groupes signés, on trouve Tiger Joe et Title Fight, fer de lance de la scène pennsylvanienne qui vont orienter les mots vers une esthétique plus mature et moins adolescente. Title Fight tire de son côté vers des influences shoegaze et midwest emo, et Tiger Joe prend racine dans le rock indé. Cela se fera en partie avec l'aide de Will Yip, producteur prolifique dans la scène emo pennsylvanienne. Après avoir produit l'album Shed de Title Fight, il produira la majeure partie des artistes de cette vague. Cela inclut donc Tiger Joe, mais aussi Balance and Composure, Movement, Superheaven, Turnover et Citizen pour ne citer que. Encore chez Run for Cover se feront connaître des groupes tels que Modern Baseball, qui renouent encore plus avec l'influence pop-punk de la troisième vague, et Basement, qui vont chercher leur sonorité du côté brut du grunge. Cette quatrième vague d'emo, à l'instar du Midwest emo des années 90, se caractérise par son côté plus doux amer. Moins théâtral, plus subtil et plus mature dans sa manière d'aborder les thèmes de la nostalgie, du passage à l'âge adulte et du deuil. Il est également plus do-it-yourself dans sa production. En allant chercher des sonorités dans le shoegaze, le rock indé et le mat rock, cette vague fait revenir l'emo vers une sorte d'authenticité qu'on n'avait pas vraiment retrouvée depuis les débuts. D'autres groupes adjacents à cette vague participeront à sa popularité.
tels que les Front Bottoms, mais aussi Pine Grove, 2 groupes assurément plus folk, voire Americana pour le deuxième, mais qui ont des thématiques et un style de chant assez proche du emo revival. De nos jours, beaucoup de ces groupes sont encore actifs, et ceux qui se sont séparés ont laissé place à une nouvelle génération de groupes qu'on retrouve un peu chez les mêmes labels, ou très souvent en indépendant. Said her friends don't like me. Well, I don't like me too. I get nervous at parties. It's harder to hide in a crowded room. But if you get to know me, I'll get to know you. You like my t-shirt, so I'll compliment your shoes. On peut donc dire que l'étiquette emo a un sens très variable au fil des années. Si beaucoup voulaient s'en détacher à l'époque, aujourd'hui on nous la ressort un peu dans la même mouvance nostalgique que par exemple l'hyperpop. Quand Machine Gun Kelly chante Emo Girl, c'est de la pop, aux influences pop-punk certes, mais avec une production quand même très calculée, très propre, et une image réfléchie pour plaire à un jeune public. Tout comme Youngblood, Olivia Rodrigo et autres musiciens qu'on peut retrouver sur les réseaux, les intentions sont purement mercantiles, et tant mieux si des gens écoutent et apprécient cette musique. Mais force est de constater que l'étiquette emo est à des années-lumière de son utilisation originelle. Et si au final ce n'était pas si grave? Beaucoup de gens aujourd'hui dans la culture emo défendent le terme en le ramenant à ses origines punk, souvent avec beaucoup d'élitisme et de dédain, alors que l'emo tel qu'on l'entend dans la culture populaire n'existe en fait pas vraiment. Il existe bien un genre musical emo qui a une histoire et une esthétique plus proche du punk, du rock indé et de la culture slacker américaine, mais ça n'empêchera pas la majorité des gens d'utiliser ce terme pour parler d'autre chose.